Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Entretien avec. Notre invitée de ce soir est une femme engagée, un engagement multiple, journaliste de formation, experte en coopération décentralisée et en développement durable. Elle a occupé d'importantes responsabilités administratives, notamment à la communauté urbaine de Douala, au sein de l'administration de la communication, tant au Cameroun qu'à l'étranger. Elle est également enseignante associée en diplomatie des territoires, entre autres, à l'Institut des relations internationales de Yaoundé. Engagée dans la promotion du patrimoine Sawa, active au sein du mouvement Muto et initiatrice de projets culturels innovants comme la comédie musicale Mangando, Michel Esso conjugue culture, identité et émancipation. Avec les masques du silence, c'est le titre de son tout dernier et récent ouvrage, le prétexte d'ailleurs de cette émission. Elle signe un roman qui aborde frontalement les violences invisibles, les manipulations psychologiques et le poids du regard social. À travers l'histoire de Ndolo et Jeki, elle interroge le silence, le pouvoir et la capacité d'une femme à reprendre le contrôle de sa vie. Michel Esso, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, député. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci infiniment d'être avec nous pour évoquer vos multiples casquettes qui s'exercent, je l'ai dit, dans la communication, mais davantage à la culture. C'est un peu le prétexte en cette saison de femmes, le mois de mars, à quelques jours seulement de la célébration de votre journée. Alors, Les masques du silence, c'est le dernier roman, on en parle dans quelques minutes seulement. Mais avant, je l'ai dit, vous avez un ensemble d'œuvres en termes de littérature, mais aussi bien au-delà. Par exemple, cette forme de Scrabble, on peut l'apercevoir à l'écran, dont l'appui langagier, c'est le Douala. Oui, c'est le Douala et toutes les langues riveraines, c'est-à-dire ça peut être le Pongo, ça peut être les Wodi, ça peut être même le Abo, puisque de toute façon on partage la même souche et le même alphabet. En réalité, j'ai travaillé avec Père Ekwala, dont l'idée à la base est de Père Ekwala, qui est un grand linguiste. Et on s'est mis au travail pour essayer de résoudre le problème de la langue qui disparaît. Nous avons la faiblesse tous, chiche peut-être vous aussi, d'avoir vos enfants qui ne parlent pas correctement. Vous allez plus bas. Voilà, d'avoir vos enfants. Résolu un peu plus haut. Voilà, d'avoir vos enfants qui ne parlent pas la langue. Nous avons également aussi le problème de la nouvelle vie avec les NTIC qui décloisonnent les familles. Donc on cherche un mobile pour pouvoir échanger, parler la langue, tout en jouant, parce que ce soit ludique. Alors le Scrabble nous a semblé être l'outil fédérateur, l'outil qui rassemble et qui peut se balader à travers les océans. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir ici, on peut l'avoir en Europe comme aux Amériques, et les enfants, ci et là, peuvent donc, en s'amusant, connaître les mots, apprendre à parler, etc. etc. C'est un peu ça l'objectif. Alors c'est une récente création ou alors ça date? C'est tout nouveau. Donc justement, l'exercice c'est de savoir si depuis que vous l'avez conçu, est-ce que vous sentez une forme d'attraction? Est-ce que ceux qui sont autour de vous, il y a une forme de demande autour de... Oui, il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande. Nous, on doit pouvoir être capable de répondre à cette demande-là. Okay. Nous avons travaillé avec une usine chinoise qui nous a permis de concevoir et les chevalets et les pions, parce que c'est quand même assez spécifique. C'est un travail assez minutieux où il ne faut pas se louper. Donc on l'a fait sous forme de puzzle et on a pu utiliser les couleurs qui rappellent et aussi notre culture. Donc l'orange, le bordeaux, vous avez la couleur de la crabe, de la crevette, vous avez donc toutes les couleurs qui sont proches de l'air marin.
Donc voilà un peu ce que nous avons essayé de faire. Et nous pensons que nous allons faire une présentation officielle avec les professionnels de langue et puis nous allons lancer ça sur le marché. Mais le produit est prêt. Les règles de jeu sont les mêmes, ce sont seulement les langues qui varient. C'est un Scrabble, c'est les langues, c'est l'alphabet, parce qu'il faut le connaître. L'alphabet douala n'est pas totalement identique à celui du français, donc, ou même à celui de la langue anglaise. Donc on peut avoir plusieurs formes de A, avec soit des tirets en dessous, ou au-dessous, des points, des choses comme ça. Il fallait arriver à faire comprendre ça à ceux qui ont la mécanique pour le faire. Où le trouve-t-on en ce moment? Pour le moment, il n'est pas encore disponible de manière... Mais il sera disponible et bon, je ne vais pas faire la publicité, mais il sera quand même dans des endroits assez accessibles. Déjà, le Palais de la Culture Sawa se fera l'honneur de le présenter, mais on pourra le trouver dans des espaces de vente publics et bien connus. On fera la communication le mois venu. Alors, à côté de cette forme d'innovation, même si le Scrabble est un jeu ancien, mais je veux dire le transcrire en langue locale, il y a également d'autres activités dont on peut considérer que ce sont vos bébés chers, qui, pour ceux qui sont à Douala, à l'occasion, par exemple, la célébration du Ngondo en fin d'année, c'est ce festival, ce carnaval, cette expression culturelle dans les rues, à travers nos différents villages qui convergent vers un point unique, mais alors dans une festivité à n'en plus finir. On parle du carnaval? Carnaval du Ngondo. Carnaval du Ngondo. Oui, c'est une idée que je porte, mais c'est une volonté en réalité du Ngondo lui-même, parce qu'il faut s'ouvrir au monde. Parce qu'il faut partager notre culture et la faire connaître. Donc c'est une action d'ouverture qui est finalement cosmopolitaine, parce qu'on souhaite évidemment que les autres peuples, frères, même les peuples étrangers qui résident à Douala ou ailleurs, participent à cette fête-là. Mais pour cela, il fallait commencer nous-mêmes. Il fallait pouvoir mettre ça en musique, pouvoir attirer l'attention des uns et des autres. Je suis ravi de la façon dont vous décrivez le carnaval. Ça veut dire que ça mord. Nous sommes à la 2e édition. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'imagination, il faut, mais c'était vraiment avec un grand plaisir et un amour certain que je me livre à cette activité. Combien de temps de préparation? Oh, ça me prend bien l'année. Hein. Ça me prend bien l'année. Oui. D'accord, ça veut dire qu'entre deux éditions, en fait, il n'y a pas du temps de repos. Il n'y a pas beaucoup de temps de repos parce que bon, le Ngondo n'a pas encore eu la maturité financière pour prendre une telle activité en charge exclusivement. Donc il faut avoir des partenaires, il faut déjà conceptualiser, il faut penser les images, il faut penser la décoration des chars, il faut penser tout ça avant. Et chaque année, il faut innover. Donc, c'est un défi. Alors, les festivaliers sont saisonniers, ils sont recrutés ou alors ce sont des professionnels qui... Non, c'est chaque village, chaque canton qui propose... qui propose son originalité. Le but, c'est ça, c'est qu'il faut que ce soit une activité interactive et que les uns et les autres se sentent concernés. Donc chaque canton a généralement un char, l'habille selon l'excentricité du moment et ce qu'il voudrait bien partager, nous on coordonne. Entre les chars, on peut effectivement avoir quelques professionnels, on peut avoir même des entreprises qui sont intéressées à participer au carnaval. Nous avons vu des sportifs, des rollers cette année. L'année d'avant, on a eu des motards qui ont apparu et qui ont accompagné c'est une fête et une liesse populaire, quoi. On souhaite vraiment départir du Ngondo de cette image d'exclusivement mystique. C'est une fête des Sawa et si les gens vivent en terre Sawa et avec les Sawa, ils doivent participer à cette fête. S'associer à la fête. Oui. Alors, toujours dans le sillage culturel, il y a donc... ce volet Mangando, d'abord littéralement. Bon, alors c'est un concept, parce qu'on ne dit pas Mangando en Douala, on dit Ngando. Exact. On dit Ngando. Donc j'ai juste fait un concept pour essayer de faire un pluriel, j'allais dire d'un quatuor, parce que vous avez le théâtre, vous avez la danse,
traditionnelle, vous l'avez contemporaine, vous avez le chant et nos contes. Okay. Donc ça fait vraiment un mélange des différents genres, okay, qu'il faut pouvoir composer en 90 minutes et sortir et faire un fil d'Ariane qui peut effectivement captiver les uns et les autres. Alors nous avons commencé par les jeux d'antan, la toute première édition, c'était les jeux d'antan. Ensuite nous sommes allés plus loin sur nos traditions, notamment à la dot, comment ça se passe, comment un jeune homme peut aller d'un point à un autre, courtiser une jeune dame au point d'arriver au palabre de dot, avec tout ce que cela comporte. On l'a présenté parce qu'il est important pour moi aussi de montrer en fait le bien fondé de nos cultures et de nos traditions, quand elles ne sont pas travesties, bien entendu. Ensuite, nous sommes passés donc à la dimension qui était celle qui m'intéresse le plus, celle qui est la dimension de notre histoire, de nos histoires, de nos grands hommes, de nos héros, si on peut les dire comme ça, entre guillemets. Et voilà, on y est. Donc on est passé de Locke Priso, de Rudolf, de Yume Bele, on ira plus loin au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire. Voilà. Ça, c'est également chaque année, en général la veille. Une semaine normalement avant le Ngondo, une semaine normalement. L'idéal aurait été la veille, mais il y a beaucoup trop d'activités, okay, beaucoup trop de... On est sollicité par ailleurs, parce que c'est finalement le carnaval qui se passe le samedi, juste la veille. Exact. Donc c'est un mois assez intense. Exact. Et donc le point de convergence, souvent c'est la place de la Beseke. La place de la Beseke. Où, ouais. Où nous avons le palais de la culture. Bien sûr. Alors pour finir, dans cette richesse et diversité de vos multiples casquettes... Il faut peut-être préciser que la place de la Beseke est devenue la place du Ngondo. La place du Ngondo, bien sûr. On aura tous le temps d'adaptation nécessaire pour... Et puis il y a ce grand ouvrage, édité aux éditions du Chabal, c'est bien Amanmana. Amanmana, oui. Sawasu, qu'on va également découvrir. Alors, regardez l'horizon à partir d'une rive, séparée sur le bout de terre et l'autre côté de l'eau, on ne sait jamais quel genre de trésor on va y découvrir. Michel, vous recherchez des trésors? Ben, on en a plein autour de nous, donc il faut juste les mettre en exergue. Je pense que Sawasu répond un peu à cela. Vous savez, Aman, c'est quelqu'un de singulier dans ma vie, j'allais dire intellectuelle et même professionnelle. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, je ne sais pas trop pourquoi, et qui a toujours su déceler en moi j'imagine des qualités ou alors des forces que je ne me soupçonnais pas moi-même. Alors, il avait bien réalisé que j'étais très, très culture, très proche du livre et d'un ensemble de choses. Et il est arrivé à Washington où il était invité à une des réunions du FMI, Banque mondiale. Et donc, on s'est retrouvés là-bas. Et il a commencé à me titiller sur la question, me rappelant que je faisais il y a longtemps, Badoul. Absolument. Le festival de régional de la communication. Voilà. Donc, j'animais en me disant que je fais pas mal de choses, ce serait bien de... Alors, la difficulté dans ce livre était de pouvoir effectivement trouver le fil d'Ariane d'un sujet à un autre, d'une contrée à une autre. C'était pas évident. Mais c'était un exercice qui nous a bien pris 6 mois de dur labeur. Et je me suis transformée par moments en photographe moi-même pour pouvoir avoir... et j'ai dû participer à pas mal d'événements pour pouvoir capter un ensemble d'images, etc. Mais je pense que le résultat n'est pas triste. En termes de contenu concret, de quoi parle-t-il ce livre? Sawasu, c'est au fil de l'eau. Okay. Donc, jusqu'à Manfé, en passant par Douala, en allant même à Kribi. Donc, tous les peuples de l'eau. En faisant d'ailleurs même aussi des comparaisons avec les peuples de l'eau d'ailleurs. Et des noms qu'on peut trouver ailleurs, comme vous trouvez bien tout au bout de l'Afrique du Sud des gens qui s'appellent Mpondo, comme vous trouvez Madiba d'ailleurs. Et donc il fallait trouver tout ça là. En même temps, c'est magnifier notre culture, c'est magnifier notre port. Vous montrez là le Kaba, c'est magnifier en réalité ce que nous avons de plus beau
et puis de le montrer mais vraiment sans complexe. Okay. Sans complexe aucun. Qu'on puisse le lire à Washington ou ailleurs. D'ailleurs, vous allez le trouver à la librairie. Très coloré, hein, ça il faut le dire. Vous le trouverez à la librairie du département d'État qui, après l'avoir vu, l'a commandé. Ce qui permet, en réalité, voilà, il y a nos icônes du football. Absolument. Nous avons les premiers photographes de notre pays, même à la limite, puisque la photo a commencé ici, absolument, etc. Donc, on a vraiment fait le tour. Sans avoir la prétention d'être des historiens, nous avons effleuré tous les sujets, les rois, les histoires de nos peuples, notre culinaire, bref, on s'est exposé. On s'est exposé, mais de manière très subliminale, quoi, en fait. Alors, vous parliez de Aman Mana tout à l'heure. Je voudrais rappeler que vous étiez à Mutation à l'époque. C'est vrai. Jeune journaliste. C'est vrai. Ensuite, Aman Mana, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'actuel directeur de publication du quotidien Le Jour. Évidemment, une très grande plume de notre métier. Alors, cette diversité, cette inspiration, d'où vient-il? Bon, alors, est-ce que je peux l'expliquer? C'est peut-être divin, tout simplement, mais c'est aussi le fruit de beaucoup d'influences. C'est aussi le fruit de beaucoup d'influences, des gens comme Aman, entre autres, d'autres personnes de cet acabit ou plus. C'est aussi la curiosité. Et puis, bon, je pense que c'est notre aîné Georges Dokolins qui aime dire que je suis une artiste frustrée, pour dire que j'ai choisi l'administration alors que j'aurais pu peindre des tableaux, etc. Donc c'est comme ça que lui il me décrit quand j'évoque des choses et d'autres. Mais je pense que je suis aussi moi-même le fruit de multiples contacts, cultures, etc. qui m'amènent à avoir de la sensibilité à certaines choses. Ce descriptif rend un peu plus curieux. Oui. Donc ça permet d'interroger l'enfance. Oui. À Douala. Oui. Oh, très peu à Douala. Très peu à Douala. C'est cela qui peut effectivement sembler curieux. Oui, les premières heures, c'est-à-dire je suis né à Yaoundé. 2 semaines après ma naissance, donc je suis venu à Douala. J'ai quitté Douala à l'âge de 10 ans. Donc je veux dire mon développement d'adulte ou de jeune fille, c'était à Yaoundé. D'accord. Donc mon développement d'adulte, de jeune fille, d'adolescente, c'était à Yaoundé, où j'ai fait mes classes jusqu'au probatoire. Après, je suis partie à Dakar, donc c'est aussi d'autres influences. J'y ai passé mon bac, je suis restée 1 année, puis finalement, entre les deux, j'ai perdu mon pilier qui était ma mère, et donc j'ai choisi de revenir. Et j'ai fait mes classes ici, à Soa, à l'Estique, à Lyrique, et puis voilà, quoi. Voilà, donc, mais j'ai commencé en plus ma vie professionnelle à Yaoundé. Rien ne me laissait penser que j'allais m'installer à Douala, bien que je sois originaire de Douala, et rien ne me laissait penser que je serais fortement intéressé à la culture et à la tradition de chez moi. Mais donc c'est pour ça que je dis que ça doit être divin, ça doit être, voilà. Comme l'ont dit certainement Aman et Georges, un génie frustré qui finalement trouve oui, des couloirs pour pouvoir, pour pouvoir s'exprimer, voilà, pour pouvoir s'exprimer au-delà des autres aspects de ma vie, quoi. Alors, ces quelques sujets étaient vraiment l'entame ou l'ouverture sur un sujet qui serait un peu plus grave, si on peut le dire ainsi. Vous considérez votre dernier ouvrage, Les Masques du Silence, comme un roman qui aborde une question grave, sensible. J'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi de traiter un sujet aussi sensible, mais sous cet angle. Vous le disiez tout à l'heure, ou peut-être en off, on voit davantage la violence qui s'exerce, qui se manifeste, mais très peu celle qui est silencieuse. Bon, moi j'observe mon public, hein, j'observe le Cameroun comme j'imagine une journaliste qui regarde les choses avec beaucoup de distance. J'observe la difficulté que les uns et les autres ont à lire des livres très scientifiques, très intelligents, si je peux dire ça comme ça. Et je choisis
de faire de la sensibilisation par un roman qui est très facile à lire, mais où, je pense, les uns et les autres peuvent facilement se retrouver. Donc nous sommes, comme je le disais tantôt, dans une période assez singulière où le mariage se désacralise par des actes, j'allais dire, ignobles, par moments d'une violence extrême. Je pense que pas plus tard que la semaine dernière, nous avons tous suivi le monsieur qui a égorgé sa femme après avoir lacéré sa belle-sœur de coups de machette, etc. Je pense que si les gens arrivent à une telle dimension d'appropriation de la vie de l'autre, il y a de quoi se questionner. Or, cette appropriation de la vie de l'autre telle qu'elle est conçue par certaines personnes, heureusement pas toutes, a certainement un contexte et un terreau. Et c'est de ça que je parle, en fait, de manière globale, en prenant donc les noms bien de chez nous pour que les gens, en fait, s'y reconnaissent. Je prends l'héroïne qui s'appelle Ndolo. Je pense que tout le monde connaît le nom Ndolo ici. Je prends l'autre qui s'appelle Jackie et je raconte une histoire dans un environnement que nous pouvons tous reconnaître pour mieux nous sensibiliser, en fait. D'accord. Alors, je vais lire les grandes lignes du résumé pour mettre en plein les téléspectateurs qui nous regardent dans le bain. Dans une petite ville où les apparences comptent plus que la vérité, Ndolo, une jeune femme pleine d'espoir, épouse Jackie, un homme séduisant aux promesses d'un bonheur parfait. Mais derrière le charme et la douceur se cache un manipulateur aux multiples visages. Un homme dont les mensonges et les manipulations tissent une toile d'illusion autour de leur mariage. Lorsque Ndolo découvre le passé tumultueux de Jackie, notamment son mariage secret avec Lawa, une femme abandonnée dans la maladie, sa vie bascule. Déterminée à se libérer de cette emprise toxique, elle entame un chemin de résilience, cherchant soutien auprès de sa famille et de sa femme partageant des expériences. Vous avez été, je dis de l'inspiration, c'est uniquement le roman? C'est un roman, oui. Mais comme tout roman qui s'appuie sur des faits vus, entendus, vécus, des expériences rencontrées, ci et là, oui. Je suis une femme, j'ai 55 ans, donc vous pouvez penser que des femmes... J'en ai vu, et j'ai aussi rencontré des femmes qui en ont vu, et j'en ai parlé avec d'autres qui sont en détresse et qui le sont même peut-être encore. Une forme de condensé. Oui. Dans sa quête de vérité, Ndolo trouve la force de confronter Jackie, non seulement pour protéger son propre avenir, mais aussi pour donner une voix à celles qui ont souffert sous son joug. Les masques du silence, un récit poignant sur la découverte de soi, la lutte contre la manipulation émotionnelle et la puissance de la vérité face à l'obscurité. À travers un voyage de douleur et de guérison, Ndolo apprend que la véritable force réside en elle-même et qu'en brisant le silence, elle peut enfin embrasser la liberté et l'amour authentique. Alors, le livre est préfacé par Evelyne Mengakou, notre cher aîné de la CRTV, la télévision nationale, directeur central TV, non moins éditorialiste. C'est un choix voulu? Oui, c'est un choix voulu, oui. C'est un choix voulu. Alors, quelques notes également de cette préface. On savoure ces quelques lignes d'un trait. Comme si on plongeait dans un souvenir intimiste. Cet univers particulier que l'auteur Michel Esso réussit à construire avec des mots justes et profonds est la première chose que le lecteur capte en abordant ce livre. Et puis à la fin, l'auteur nous prend par la main et nous conduit sur son chemin de Damas. Et quand les œillères tombent enfin au point final, c'est alors que l'on se rend compte que Ndolo et Jackie, c'était toi, c'était moi. Yaoundé, le février 2026. Alors, à quel moment avez-vous compris que cette histoire devait être écrite? Écoute, je le sens depuis longtemps. Je le sens depuis longtemps, mais je n'avais pas
effectivement les mots justes. Okay. Parce que le but, comme le dit si bien Evelyne, n'est pas de blesser, n'est pas de choquer, mais c'est de dire ce qui est, la vérité, tout simplement. Et de faire comprendre aux femmes, y compris à moi-même, que c'est la vérité qui libère. Ce n'est pas le silence. Le silence, lui, à ce moment-là, peut être mortel. Il peut être mortel parce que quand on regarde aussi sur le plan sanitaire ce qui se passe, si vous rencontrez 10 femmes, vous allez en trouver 2 ou 3 qui souffrent d'un cancer. Cancer de sein, cancer de ci, qui sont des maladies somatiques. Je ne suis pas scientifique, mais je pense que... Vous pensez que c'est lié? Je lis ça beaucoup pour tout ce qu'elles traversent et qu'elles n'osent pas dire, qu'elles assument, qu'elles avalent et dont elles n'ont pas forcément le soutien. Parce qu'à mon humble avis, ce sont les silencieux qui sont même plus criminels que le conjoint. Okay. Voilà, parce que il y a une sorte de désacralisation du mariage qui fait que, à l'époque, le mariage c'était l'union de 2 familles. Absolument. Et donc quand il y avait un ou une qui dérivait, si on peut dire ça comme ça entre guillemets, on la faisait asseoir. On rattrapait. Aujourd'hui, la puissance est matérielle. Elle n'est plus émotionnelle, elle est davantage matérielle. Donc, si une femme a le malheur de tomber sur le Pygmalion de la famille, celui qui finance, celui qui paye pour tout le monde, elle est mal barrée. Je peux dire ça comme ça. Parce que si lui n'a pas la carrure ou la force de protéger son épouse, ils vont la détruire. Parce qu'ils vont l'ostraciser, parce que, bon, il ne faut surtout pas dire au Pygmalion que, bon, vraiment, le comportement est mauvais, au risque d'être... Il faut le ménager. Il faut le ménager, parce que sinon on peut perdre des avantages. Bon, voilà. Et beaucoup de familles, malheureusement, sont tombées dans ces travers. Vous avez beaucoup de femmes, moi je n'en connais pas une seule. Et d'ailleurs, si oui, ça veut dire que c'est l'exception qui va confirmer la règle, qui ne souffre pas psychologiquement dans son ménage. Je n'en connais pas une seule. Parce que quand vous observez les équilibres, souvent, la famille de la femme est timide dans le couple, dans la vie du couple. La famille de l'homme s'approprie le couple. Ça arrive très souvent, parce qu'en plus, ils vont vous dire, entre guillemets, qu'ils vous ont acheté. Donc, vous leur... À travers la dot. À travers, éventuellement, la dot. Parce que moi, je la conçois différemment. Et donc ils s'approprient votre ménage. Donc, ils ont tous les droits. Et de dire ce que vous pensez, et de dire ce qu'eux, ils pensent de votre ménage, etc., etc. Donc, si à côté, il n'y a pas un homme solide qui a une carrure et qui peut protéger son épouse, il bascule. Il bascule parce qu'il écoutera ce que sa sœur, sa mère, sa cousine, un ami, une amie a dit. Et puis il va aller dans ce sens-là. Je pense que si on met 10 femmes ici, beaucoup vont vous dire qu'il y a des moments où leur époux parlait et elles avaient l'impression d'entendre soit la sœur, soit la cousine, soit l'oncle, soit le meilleur ami, etc., etc. En tout cas, quelqu'un qui a une influence majeure. Donc, ces problèmes-là existent. Il y a d'autres, plus loin, qui vont même beaucoup plus loin, c'est-à-dire qui n'assument aucune responsabilité, c'est-à-dire aucune. Est-ce que les enfants vont à l'école? Ont-ils à manger? Ont-ils à boire? Rien. Mais qui, au-delà de ne rien assumer, souhaitent avoir les mêmes, comment dirais-je, les mêmes privilèges, la même privilège auprès de cette femme, c'est-à-dire la soumission absolue, la servitude aux besoins, etc., etc. Donc il y a ces cas-là. Il y a des cas à foison, quoi. Mais ils sont tous des bourreaux pour vous? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, sinon je ne tomberai pas amoureuse. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je pose un problème sociétal qui est là, qui est devant nous, et qui est de notre responsabilité à nous tous. C'est-à-dire que dès lors que nous ne prenons plus, on balkanise les situations. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je prends un exemple en touchant du bois, Monsieur Dipita est fâché avec son épouse, la famille de son épouse, mais qu'est-ce que ces gens-là veulent même, qu'est-ce qu'ils croient? Tac. On balkanise au lieu de rassembler. C'est-à-dire que l'union aujourd'hui n'est plus l'union de 2 familles. Sauf que on a l'impression que, au-delà de la violence psychologique que cela, qui s'exerce chez l'épouse ou le conjoint qui est brimé, on ne voit pas les autres effets. C'est les enfants aussi, qui sont là, qui vivent tout ça.
et qui ont un regard vis-à-vis de la famille paternelle éventuellement, qui ont un regard demain ou après-demain vis-à-vis de leurs propres géniteurs avec lesquels ils ne voudront peut-être pas développer un certain lien. Après, bon, évidemment, ça sera toujours la même qui sera brimée parce qu'elle elle se laissera entendre dire que, bon, elle a monté les enfants contre le père, des choses comme ça, etc. Alors pour vous, l'enjeu, c'est dénoncer ou provoquer une prise de conscience? Provoquer d'abord une prise de conscience. D'accord. Dénoncer aussi. Okay. Je dénonce, mais vraiment vivement, parce que c'est des situations qui sont sournoises et vicieuses, parce qu'elles ne sont pas visibles, justement. Parce qu'elles ne sont pas visibles. Vous avez beaucoup d'hommes là dehors, hein, à qui on donne le respect absolu, qui ont ostracisé leurs épouses, mais ils sont tellement connus, ils jouent tellement de leur charme et de leurs moyens, etc., qu'on ne peut même pas imaginer que c'est comme ça que ça se passe à la maison. Et donc, le jour où la femme s'exprime, elle a du mal à se faire entendre, parce que des fois, peut-être qu'on peut dire qu'elle a perdu la tête, des choses comme ça, etc., etc. Tout sauf lui. Oui, il ne peut pas le faire. Oh non, pas lui, vraiment, etc. Et donc, le côté matériel aussi, qui fait que les gens, malheureusement, ne s'autonomisent pas, n'arrivent pas à avoir de la personnalité pour dire « Ah non, Dipita, ce que tu fais là n'est pas bien, arrête ». Non, bon, ils vont le dire en se dissimulant, mais ils vont toujours être avec Dipita, ils vont applaudir Dipita, qui est convaincu, parce que le bourreau peut ne pas être conscient aussi. Parce que ça peut relever aussi de ses atavismes d'enfance. Il peut reproduire un système dans lequel lui-même il a vécu et ne pas être conscient des dégâts qu'il cause autour de lui. Donc c'est l'environnement, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est-à-dire au sens propre, qui doit pouvoir aider à ce que les choses n'explosent pas. Or, si vous allez au tribunal, ici là, seulement ici à côté, là, à Bonanjo ou à Ndokoti, mais allez voir, vous allez être ahuri. Or, quand on regarde dans nos ancestralités, si on retourne, nos villages portent les noms de qui? Vous le savez? Je vous pose la question. Eh bien, le nom des femmes. Pour tout ce qu'elles ont fait dans ce village-là. C'est-à-dire que vous allez, vous prenez épouse, elle s'appelle Moudourou, elle s'installe chez vous, vous faites tout votre devoir d'homme, elle fait tout son travail de femme. Et pour l'honorer, tout le village porte son nom. Bonamundoro. Bonamundoro, Boneleke, Bona ceci, Bona cela, etc. Même ailleurs, vous allez trouver ça. C'était la sacralisation de la femme, de la mère. Alors, la contradiction est souvent de voir que dans les maisons de ces bourreaux, en général, vous trouvez un super portrait de leur maman sur le mur. Donc, ils vouent un culte extraordinaire à leur maman, a priori. Alors, si vous pouvez aimer autant votre mère, comment vous faites pour faire souffrir une femme, quelle qu'elle soit? Comment vous faites? Quel est le cheminement mental, si ce n'est pas probablement des questions d'atavisme d'enfance, etc. La psychologie, bon, les psychologues peuvent mieux expliquer ça, mais moi j'estime que les jeunes filles, les jeunes dames, celles qui sont dans leur ménage, elles doivent pouvoir s'exprimer. Quand elles ne sont pas bien, elles doivent pouvoir le dire, parce que c'est de là que vient la santé, sinon la mort peut y arriver, la mort peut arriver. Alors le titre, Les masques du silence, il est fort, hein, le titre. Oui, puisqu'il y a plusieurs masques, je viens de vous les décrire. Il y a le rôle de la famille, c'est-à-dire, une fois que vous avez enlevé vous avez mis les conjoints, entre guillemets, devenus belligérants, si on peut dire ça comme ça, à part, vous avez les enfants, vous avez les frères et sœurs, vous avez la famille en général. Alors, tous ceux qui sont silencieux sont forcément complices du bourreau. Absolument. Ils sont du côté de l'oppresseur. Parce que tant que vous vous taisez, même si vous n'approuvez pas, mais vous n'approuvez pas dans le silence, alors vous servez les intérêts de l'oppresseur. Alors que si tout le monde fait comprendre à l'oppresseur que non, 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 là, vous êtes en train de franchir la ligne rouge, arrêtez-vous. Ça change. Je pense qu'à l'époque, ça se faisait. À l'époque, ça se faisait. D'ailleurs, le mariage, c'était le mariage de deux familles. Aujourd'hui, vous avez des femmes ici qui n'ont aucun contact avec leur belle famille. C'est-à-dire que le mariage peut même finir, elles s'en vont. Il n'y a aucun lien. Pourtant, il y a des enfants.
Absolument. Et ces enfants qui sont supposés pérenniser la dite famille en question. Alors, on gère ça comment si on n'en parle pas? Voilà, Alors pour vous, le roman, est-il un acte militant? Est-il une façon d'exprimer votre engagement? Je veux dire, un angle par lequel vous portez haut votre voix également. Je suis une engagée, par nature. Je ne veux pas me défiler là-dessus. Je suis une femme engagée. Et je dis tout haut ce que je pense. Peut-être que je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Moi, j'ai écrit ces lignes-là parce que ça me permettait d'en parler. C'est une thérapie pour moi, pour les autres, pour toutes les autres femmes qui vivent certaines situations difficiles. Et moi, j'ai bien aimé quand j'ai publié ça juste sur ma page Facebook. D'ailleurs, ça a attiré votre attention tout de suite. Des messages que j'ai reçus de femmes qui n'oseront jamais le dire publiquement, mais qui sont mal et qui me disent « Je me reconnais dans ce que tu dis et merci de l'avoir dit ». Donc, mais rien que le seul fait de voir que ce qu'elles vivent, d'autres personnes aussi le vivent, on peut même le dire, c'est déjà un début de thérapie. Mais la prise de conscience est nécessaire. Elle est nécessaire au niveau familial, elle est nécessaire au niveau même des institutions. Elle est nécessaire au niveau des institutions. Est-ce qu'on se questionne? Est-ce qu'on se demande comment ça se passe? Ça ne suffit pas d'aller à la mairie, hein, on vous lit les articles 201, 212 et suivants, mais quel est le moyen de savoir que ces articles-là sont véritablement appliqués? Voilà. Donc il y a quelques années, je m'étais exprimé sur la question du veuvage. Chez les Douala, j'ai rien contre les rites, au contraire, absolument rien. Mais j'ai tout contre les rites qui sont dépravés et que les gens utilisent n'importe comment. Mais que c'est infantilisant. Quoi? Les rites? Ces rites? Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'il faut les faire comme elles doivent le faire, comme elles doivent se faire, je veux dire, comme l'orthodoxie traditionnelle l'indique. Mais malheureusement, souvent c'est dévoyé. Et parce que justement, les gens s'en servent pour continuer à brimer celle qui, elle, peut-être psychologiquement a déjà subi le frère. Quand il décède, on continue à brimer. Le reste n'est que tradition. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Parce qu'il ne faut pas croire hein, que quand je parle des violences, j'indique simplement l'époux. Mais j'indique aussi les autres femmes qui sont derrière cet époux-là et qui, en réalité, l'amènent à être violent. Parce que lui, malheureusement, n'a pas la personnalité suffisante pour réaliser que, bon, oh là, ça suffit. Et qui tombe donc dans le narratif des autres femmes qui l'entourent. Ces autres femmes qui l'entourent peuvent être la mère, la sœur, la nièce, la maîtresse, toutes sortes de choses. Parce que ces violences-là, il ne faut pas croire que je m'adresse simplement aux hommes. Je m'adresse aussi aux femmes. À l'environnement, à la société. Mais bien sûr à la société. Je m'adresse aussi à elles. Parce qu'en réalité, une fois que l'autre décède de manière triste, laissant des petits-enfants, le mec, là, il se remarie, hein, et il recommence le même cercle, avec le même environnement. Au fur et à mesure, bon, on va tuer combien? Alors, avez-vous hésité avant de publier un texte aussi frontal? Ne vous êtes-vous pas dit, c'est un tabou, peut-être ouvrez cette boîte Pandore, On se questionne toujours hein, quand on fait des écrits, surtout qu'on n'est pas toujours sûr que le public a la maturité de vous dissocier vous-même à ce que vous avez écrit. Mais à un moment donné, écoutez, moi je suis journaliste, hein, c'est mon métier. C'est mon métier d'observer la société, c'est mon métier de vivre certaines situations et de les transcrire et de les dire. C'est mon métier aussi. C'est ma sensibilité première d'ailleurs. Donc, choses vues, choses entendues, choses vécues, entre autres, pourquoi pas. Donc, que les autres en pensent de manière hypocritement mal, c'est leur problème. Moi, je me libère de la parole, hein, puisque, comme je dis, c'est la vérité seule qui soigne, c'est la vérité seule qui guérit. Vous parlez tout à l'heure des premiers retours que vous aviez eus. Sont-ils divergents? Alors,
aussi étrange que cela puisse paraître, beaucoup d'hommes m'ont applaudi. D'accord. Beaucoup. C'est assez que vous pouvez d'ailleurs vous balader dans ma page, vous allez voir Absolument, que absolument. le maximum de réactions ont été d'abord masculines. Les femmes m'ont beaucoup écrit inbox. Parce que justement, c'est ça la question. Tabou, ça reste un... se cacher. Oui, parce que, en fait, qu'est-ce que le bourreau et les gens qui entourent le bourreau vous font vivre et vous font ressentir? C'est de la honte. C'est-à-dire que vous avez honte d'une situation. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose et puis il se passe des situations que vous avez honte même d'exprimer parce que c'est tellement gros que vous avez... Donc, c'est des femmes qui vivent déjà dans cette émotion-là, c'est-à-dire elles ont honte de ce qu'elles vivent. Mais il faut qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas responsables de ce qu'elles vivent et que ce n'est pas à elles d'avoir honte, c'est à l'autre qui te fait subir. La peur du regard de la société. Oui, ça peut être une femme qui peut faire subir à un homme. Je ne suis pas trivial sur la question, ou inversement, il faut le dire. Parce que ce n'est pas à vous d'avoir honte, c'est à la personne qui pose des actes répréhensibles, c'est elle qui doit avoir honte. Alors, Dodo, pour vous, est-elle une victime ou alors une stratège qui se reconstruit? Stratège, non. C'est une victime, Okay. en premier lieu. C'est d'abord une victime. Elle s'est levée un matin, un monsieur l'a courtisée, lui a fait miroiter monts et merveilles, ils sont venus au village, se sont mariés selon et la tradition et la coutume et civilement, tambour, machin, etc. Et puis après, une fois qu'elle est dans la nasse, Elle se réveille de son rêve. Le mec, voilà, déjà, il fugue, il raconte n'importe quoi, il la dévalorise. En réalité, généralement, ces gens-là font toujours tout pour vous dévaloriser, pour vous faire perdre votre quintessence, votre essence. Vous avez l'impression que vous questionnez sur vous-même. Donc, si vous ne vous reprenez pas et vous essayez de vous reconstruire, ils vont vous détruire, définitivement. Il y en a beaucoup là, hein, et des exemples, je suis sûr que si vous baladez vos caméras, vous allez vous en rendre compte. Donc, il faut prendre sur soi d'estimer que non, mais enfin, ces saletés-là, c'est pas moi qui suis en train de... C'est pas moi qui pose ces actes-là, c'est lui ou c'est elle, d'accord? À ce moment-là, il faut le dire et se guérir de ces situations-là. Il faut au moins trouver une sœur, une cousine, une amie, un groupe à qui, en fait, il faut se libérer. Donc, et ça, souvent, c'est difficile. Nous avons encore aujourd'hui des nanas qui sont capables d'acheter de belles voitures avec leurs propres ressources et dire à leurs copines que c'est le mari qui a acheté pour faire quand même que, bon, vraiment, pourtant, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Je ne suis pas non plus en train de dire que levez-vous, mettez votre ménage dans la rue, dévoyez-vous. Non, je suis en train de dire que quand ça devient intolérable, il faut arrêter. Il faut s'arrêter, voilà. Était-il important de montrer que la violence psychologique détruit sans laisser de traces visibles? C'est important. Nous parlons que des coups de machette et des coups de poing et de l'œil au beurre noir. Ça, c'est l'expression la plus faible. La plus faible? La plus faible visible, ah bon? Je veux dire de l'homme. C'est-à-dire que quand il arrive à de tels excès, c'est qu'il est complètement... C'est une expression de faiblesse. C'est une expression de complexe vis-à-vis de sa conjointe en face. Et vice-versa, puisque il me semble qu'il y a aussi des femmes violentes, etc. Le dialogue doit rester la chose primordiale, l'échange. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, même si on dit que aimer, c'est regarder dans la même direction. C'est la somme de cette divergence-là qu'on doit savoir mettre ensemble pour regarder ensemble dans la même direction. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui est né d'une père, d'une mère ailleurs, dans un autre horizon, et vous ailleurs, et vous voulez faire d'elle ce que vous voulez qu'elle soit, pendant que vous restez ce que vous êtes. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'ensemble des deux. C'est l'ensemble des deux. C'est la communion. La communion, c'est... Voilà, donc... Et c'est ça qu'il faut promouvoir. Or, en interne, et je vous l'ai dit, dans une autre activité que je mène pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons simplement distribué des seaux avec des vivres. Je ne peux pas vous dire combien de femmes sont venues, parmi lesquelles certaines qui sont mariées.
hein, et qui vont vous dire que vraiment ce petit saut-là va nous permettre de tenir pendant 2 semaines tout ça. Et des hommes qui sont qui ne sont pas, je veux dire, nous sommes tous pauvres, hein, mais qui sont quand même capables de donner à manger chez eux quotidiennement. C'est des questions sérieuses et la société ne peut pas continuer à faire semblant de ne pas voir. Combien d'hommes se baladent de manière ostentatoire, je ne sais pas si ça se dit, ou alors avec ostension devant d'autres amis, devant leur famille, avec des maîtresses. C'est normal. C'est même devenu normal. Ce qui est complètement un manque de respect est devenu quelque chose de normal. Mais voyez-vous, si vous voyez une femme, fut-elle mariée, ou alors simplement mariée sur le papier parce que le mec même n'existe pratiquement plus dans la maison et qu'elle n'ose pas le dire, se balader, prendre un café avec vous là dehors, comment la société va la traiter? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Ce même mec qui l'a abandonné sera le premier à utiliser ça comme « oh, voilà, elle m'a fait ceci, etc. etc. » Ce que je veux essayer d'exprimer, c'est que les tiers ne vivent pas dans le théâtre conjugal. Le théâtre conjugal, c'est 2 personnes. Absolument. Donc, si une des personnes sort de ce théâtre et s'exprime, essayez d'écouter également ce que l'autre personne a à dire pour comprendre la situation et essayer, autant que faire se peut, de concilier. Je pense que dans nos traditions, c'est ça. Je pense que pour ceux qui sont fortement chrétiens, on dit souvent que quand Dieu a réuni, ce n'est pas l'homme qui doit détruire, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on vit. Voilà ce que je voulais exprimer. Alors, vous avez fait le choix dans ce roman de lui accorder à El Ndolo une dimension artistique et créative. C'est quoi l'objet? En réalité, Ndolo a cette chance-là. Elle a cette chance d'avoir une activité, quelque chose à faire au-delà des activités ménagères pures et dures. Donc elle peut s'évader. Elle peut donc prendre son métier, ou alors son art, ou alors oui, un couloir de ce qu'elle sait faire pour puiser et s'échapper un peu de cet environnement nocif et toxique autour d'elle. Et donc à partir de là, elle peut trouver un début on appelle ça quoi? Une raison de vivre. Parce que souvent, quand c'est déjà trop grave, il vaut mieux se focaliser sur une raison. Certains deviennent des monstres de travail. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 22h, 23h. En réalité, je ne suis pas sûre qu'ils aiment beaucoup le travail. Beaucoup fuient certainement. C'est un échappatoire. Oui, beaucoup. Même, je précise, hein, je parle aussi bien des hommes que des femmes. Donc ça devient... c'est le jour où vous arrivez chez vous à 13h ou à 14h parce que vous avez décidé de prendre la pause et que vous voyez votre fils surpris. Que, hey, depuis quand tu rentres à 13h, ça doit être une interpellation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un malaise profond, il faut le partager. Soit même avec la personne concernée et régler vos problèmes, soit alors chercher de l'aide. Voilà. Et puis à un moment donné, Ndolo cesse d'attendre et décide d'agir. Oui. Une rébellion? Non, non. Simplement parce que, bon, elle a subi. Elle a trouvé des échappatoires dans son métier, elle a essayé de trouver des raisons de vivre, ça n'allait toujours pas. Et donc, à un moment donné, soit elle affronte Jackie et ils règlent leurs problèmes définitivement, c'est-à-dire ça peut se régler de 2 manières, soit se remettre ensemble et aller sur des bases nouvelles, soit se séparer. Mais on ne peut pas garder un statut plus ou moins hybride ad vitam aeternam, parce qu'à la fin de la journée, c'est encore elle qui perd. C'est encore elle qui perd, parce que plus tard elle sortira de là, moins elle aura la possibilité de refaire sa vie, alors que l'autre, bon, il peut même passer des communiqués radieux en disant « je cherche femme ». Et ses amis et frères et sœurs commencent à chercher femme pour lui, pour le caser. Mais Ndolo n'aura probablement pas la même chance si elle ne réagit pas. Pour vous, ce passage du silence à la parole est-il le nœud de l'histoire du roman? Disons que c'est la révélation. Okay. C'est la révélation. Okay. C'est-à-dire que ce n'est pas le passage à la parole juste pour parler. C'est le passage de dire « je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'aide okay. ». C'est tout. Et si elle le dit, il faut que la société comprenne qu'il faut lui trouver des solutions qui peuvent être des centres comme font dans d'autres univers d'échange
pour discuter. Parce que vous savez, quand ces gens-là font des clubs de discussion et d'échange, des fois vous arrivez là-bas et vous trouvez un problème ou des problèmes qui sont 100 fois plus graves que le vôtre. Et puis vous pouvez même vous rendre compte que, bon, finalement même... Qu'est-ce que je veux faire? Mais vraiment, je n'ai rien à faire ici. Et vous déconstruisez, en fait, tout le malaise que vous avez. Et vous allez voir peut-être votre conjoint ou votre conjointe pour essayer de régler le problème différemment. Bon, mais il y a aussi des cas extrêmes où il n'y a même plus de dialogue, où les gens ne se voient même plus. Et vous avez l'autre en face qui a une attitude de dévalorisation permanente. C'est-à-dire que partout où il va mal parler de Ndolo, il va l'insulter, il va la dévaloriser complètement. Ça aussi, c'est juste pour qu'elle ait honte. Et c'est juste pour qu'il continue en réalité son cinéma, non seulement de la mettre de côté, donc de l'ostraciser, mais en réalité de valider son mauvais comportement de mâle de l'autre côté, qui donc peut se balader avec n'importe quelle femme, parce que de toute façon il a déjà répandu partout que Ndolo c'est une mauvaise femme, c'est ceci, c'est cela, pendant qu'il est quand même toujours marié avec elle. Donc c'est tout ça là qu'il faut... Peut-on parler d'un roman de l'émancipation? Est-ce que ce n'est pas également l'enjeu de ce qui se joue? Est-ce que nous parlons d'émancipation? Nous parlons des violences. D'accord. Nous parlons des violences. Et nous estimons que nous parlons plus des violences physiques, n'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure, des coups de poing, de l'œil au beurre noir, etc., etc. Mais nous avons nos sœurs qui ont tous les jours soit un cancer de ceci, cancer de l'estomac, ulcère de cela, ulcère de ceci. Est-ce qu'on ne va pas chercher l'origine de cet ulcère-là? Est-ce qu'on va laisser mourir tout ce monde-là juste parce que, bon, comme ce n'est pas un coup de poing, ça peut passer comme ça. Non, il faut que les gens soient sensibles et soient sensibilisés à cette question-là. De l'autre côté du miroir, il y a donc Djeki, figure du pouvoir et de la manipulation, vous direz? Je l'ai dit, oui. Parce que généralement, malheureusement aussi, l'approche que nos familles ont aujourd'hui de ceux qui ont plus de moyens n'est plus une approche saine dans nos familles. Ça, dans toutes les familles, on traverse ça. Je pense que c'est une crise sociétale. C'est-à-dire que celui qui a l'argent parle toujours plus haut que tout le monde, même s'il est le plus jeune. Son point de vue est le plus important, même s'il est tronqué, même s'il n'est pas correct. Donc il y a très peu de courageux qui iront lui dire que, ou elle, que bon, vraiment, ton comportement nous déshonore. Ce que tu fais n'est pas correct. De peur de perdre des avantages liés. De peur de perdre des avantages liés, de peur d'avoir sa foudre, s'abattre, etc., etc. Donc le facteur métaux, facteur argent, tout ça est devenu prépondérant aujourd'hui. Bon, ça peut se décliner également sur la nomenclature et la hiérarchisation de la famille. C'est-à-dire que si l'aîné de la famille n'a pas d'argent, personne ne va le regarder. Il a beau parler, personne... Mais c'est le problème général. Donc on a un problème de déliquescence sociétale et qui touche principalement les femmes de ces gens-là. Parce qu'une fois que c'est lui le Pygmalion argenté, c'est lui qui a peut-être payé ou aidé à payer les études de pas mal de gens dans la famille, qui a peut-être placé l'autre dans un job à gauche et à droite, etc. La première chose d'abord que cette femme rencontre, c'est d'abord l'animosité de pas mal de ces gens-là qui ont l'impression que son arrivée ou sa venue va venir en réalité enlever tous les bénéfices qu'ils avaient. Donc ça c'est déjà la première bagarre. Et ça existe, on vit ça tous les jours. C'est la première bagarre. Maintenant si lui aussi c'est un dévoyé qui veut profiter de certaines situations pour continuer à vivre sa vie de jeune homme, c'est-à-dire qu'il s'est marié parce que la société veut que ce soit comme ça, donc il l'a posé Ndolo là comme un pot de fleurs, elle est là, chacun peut venir taper dessus comme il veut, chacun... Donc il y a tout ça. Absolument. Il y a tout ça. Donc c'est un problème de société et c'est très profond et ça touche beaucoup d'aspects. Est-il un produit du système patriarcal ou simplement de la fragilité personnelle de son... vous l'avez peut-être dit autrement, des frustrations antérieures vécues? C'est possible que ce soit psychologique, c'est possible que ce soit une reproduction de choses vécues
dans l'enfance. Je veux dire que quand un homme arrive à n'avoir aucun respect pour des femmes et adorer sa mère, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que peut-être que sa mère a subi des choses et que son enfance a imprimé et que lui développe sans s'en rendre compte. C'est possible. C'est possible aussi de sa propre faiblesse. Ou alors, comme je dis, des prétextes qu'il souhaite avoir pour continuer à vivre sa vie d'homme sans engagement. Donc, il peut aussi se... Mais c'est un problème général. Je ne pense pas que ce soit forcément patriarcal. Parce que je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que nos grands-parents avaient des épouses qui disparaissaient même en termes d'identité. C'est-à-dire que quand on t'épousait, tu n'avais plus ton nom. Je veux dire, je ne me baladerai pas, oh Michel Esso, nanana. Je n'avais plus, Esso n'existe plus. Ça veut dire que c'était vous fondez dans une autre famille, vous appartenez à une autre famille. Et ce lien-là fait de cette famille-là, ces deux familles, une seule. C'était comme ça, avant. Moi, ma grand-mère, il a fallu que j'ai l'âge de la raison pour savoir exactement comment elle s'appelait. Comment elle s'appelait. C'était comme ça, la société. Bon. Après, il a fallu quand même qu'on considère qu'elle est un individu, un être humain elle-même et qu'elle a son nom. Ok, ça c'est le développement de l'émancipation et de tout le reste. Mais moi, je parle de la valeur et de la valeur sacrée du lien matrimonial entre deux personnes. Donc, à l'époque, tu ne savais même pas comment ta grand-mère s'appelait comme ton grand-père. C'est fini. Tu as dit que si on te demande, elle s'appelle comment, tu donnes le nom de ton grand-père, etc., etc. C'est pour dire à quel point c'était sacré. Et comme je disais, quand il y avait des frictions, il y avait toujours un cadre pour remettre les écrous et les boulons au même endroit, et très rapidement. Et au-delà de ça, j'ai pris les exemples de nos différents villages. Bon. Le problème, ces grands-parents-là, ils assumaient tout. La maman aussi assumait tout son rôle de maman, c'est-à-dire femme au foyer, élever les enfants, s'assurer que le linge est propre. Bref, elle faisait sa part de travail. Et elles ont été sacralisées dans tous nos villages ici. Tous nos villages portent les noms de nos mamans, de nos ancêtres mères, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, la société protège-t-elle ce type de profil? Petite réussite sociale, du moins un peu au-delà du lot, qui est celui qui est présent lorsque la société en a besoin, mais qui a ce côté un peu caché. Obscur, oui. Obscur. Vous dites que la société valorise, favorise, protège? Je ne sais pas si elle valorise. Je pense qu'elle se tait. Et c'est pour ça que je parle du silence. Je ne suis pas sûr qu'elle valorise, je ne suis pas sûr qu'elle approuve nécessairement. Mais, par peur de représailles, elle se tait. Et c'est ce silence-là qui est un silence complice et qui est un silence meurtrier, c'est ce que je dis. Donc, et c'est ce que j'ai dit tantôt, celui qui se tait sert les intérêts de l'oppresseur. Parce qu'il n'ose pas dire à l'oppresseur que ce que tu fais là n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il approuve. Ça ne veut pas dire ça forcément. Je peux pas le dire de cette manière-là. Mais en même temps, ce que j'essaie de dire, c'est que cette question centrale autour des violences psychologiques, invisibles, etc., ne s'arrête pas seulement au couple ou au conjoint. Ça descend, ça trouve les enfants. Nous avons plein de récits ici où on a vu quelques élites, soit du football ou ailleurs, où on entend dire que oh, celui-là, il ne gère qu'avec sa mère, il ne connaît pas son père, nanana. Les gens racontent avec beaucoup de légèreté certaines situations sans connaître le contexte et sans avoir été dans le théâtre dans lequel ces gens ont évolué pour arriver à de telles extrémités. Parce que si vous arrivez à une extrémité où un père et ses enfants ne se voient plus, ne se parlent plus. Rien du tout. Comment on peut arriver à ça? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Puisqu'on parle de la société, pourquoi ce silence est-il si puissant dans la famille? Mais parce que nos origines, nos traditions, c'était, on te dit que vraiment les choses, je ne veux pas traduire de patois, mais je vais essayer que les affaires de couple, c'est sous l'oreiller. C'est comme ça qu'on t'élève. Et c'est ce que je dis, j'insiste en disant, je ne demande pas aux gens de se dévoyer, mais je dis que quand vous sentez que c'est intolérable
et que ça peut effectivement entraîner à de la démence, à d'autres types de maladies, arrêtez ça. Ou alors, demandez de l'aide. Plaignez-vous, demandez de l'aide. Dites la vérité. C'est-à-dire que la vérité est le salut dans cette affaire-là. C'est tout. Donc, je pense que la tradition a toujours été même à la limite en faveur des hommes. Si on peut dire, d'ailleurs, c'est eux qui l'exercent. Vous êtes chef de famille et vous savez très bien. Donc, c'est eux qui l'exercent à la grande majorité. Il y a quelques femmes qui viennent, etc., etc. Mais la sacralité est femme. D'abord, même dans notre tradition. Absolument. La sacralité est femme. Absolument. Et donc, si on détruit le sacré, je ne sais plus ce qu'il reste. Vous direz que le poids des traditions est devenu un outil d'oppression? Non, pas du tout. La tradition, je l'ai dit tantôt en évoquant la dot ou en évoquant les rites. La tradition a sa place. Elle a sa fonction dans notre écosystème. Nous, on n'a pas les Freud, hein, ils sont dans notre univers. Et donc la tradition joue ce rôle. La tradition a un couloir de guérison psychologique. Je peux vous raconter une anecdote hein, pour vous donner une idée de ce que moi je pense de certains rites. Hein. Nous sommes au soir du 30 décembre 1993. D'accord. J'enterre ma mère le lendemain, le 31 décembre. Donc nous sommes à la veille. Bon, alors, je suis son unique enfant. Et pendant que je suis dans la maison mortuaire, j'ai une grande sœur, une grande cousine qui vient vers moi et me dit que les mamans qui sont en train de danser les Sewe dehors souhaitent que je vienne danser. Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, moi je suis une Yaoundéenne, je me demandais, mais... C'est-à-dire, premier abord, c'est de la brimade. Je dis, mais vraiment, comment peut-elle me demander de venir danser? Je ne suis pas la veuve de ma mère. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je... Vous hésitez un peu? J'hésite, je me braque même. Mais je reste dans la maison mortuaire et elle m'explique que non, machin, etc. Elle me laisse même d'abord quelques minutes et puis je suis là devant le cercueil de ma mère. Je me dis, bon, ok, si c'est pour elle... Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Elle revient, je lui dis, bon, ok, on va y aller. Donc on arrive, elles étaient déjà dans l'arène avec les maracas et tout ce que vous connaissez. Et on nous demande d'enlever les chaussures. Je regarde encore ma soeur avec un regard, mais alors meurtrier, pour dire que tu m'embarques dans quoi? Bon, elle me dit, bon, écoute, je vais le faire avec toi. Donc je vais entrer dans l'arène avec toi. Ok, on enlève les chaussures. Et une maman se lève, elle me ceint, elle me met le moussouka, comme on dit, voilà. Et sur le coup, elle me dit, Amunabwa Mwenge, ça veut dire chante. Absolument. Et je suis estomaqué parce que, en plus, il faut le faire en douala. Hein, donc, toute la pertinence du Scrabble. Donc, je la regarde et je lui dis doucement. Par où je commence? Je lui dis, vraiment, je ne sais pas chanter. Je lui dis ça doucement. Mais épuisée par tout ce que je venais de vivre, parce que en passant, elle est morte très brutalement, tout ça. Voilà. Donc, et elle me dit non, ce que je veux, c'est que tu exprimes, donne-moi 2 ou 3 mots de ce que tu ressens. C'est tout ce que je veux. Je dis ok. Et je lui dis que voilà ce que je ressens. Ce soir, c'est voilà ce que je ressens. Et en 5 minutes, parce qu'elles ont cette magie-là. Absolument. Elles aiment la musique. Elle-même, elle se met à danser et elle me dit Mounassa. Donc danse, voilà comment on danse, voilà comment on danse. Et me voilà emballée dans ce truc un soir, autour des femmes, ma cousine avec moi. Vraiment, vous ne pouvez pas me croire, mais je pense que c'est le moment où j'ai le plus pleuré ma mère. Le plus pleuré ma mère. Quand j'allais à l'enterrement le lendemain, j'étais apaisée. J'ai compris le sens de ce que ça voulait dire. Et c'est de ça que je parle quand vous me voyez très proche de la tradition. Voilà une première connexion pour répondre à votre question tantôt. Voilà une première connexion qui me ramène à mes racines. On dit ah waouh, parce que je me suis sentie soulagée, je me suis sentie vraiment bien. Et donc si ça se fait dans les règles de l'art, dans l'orthodoxie traditionnelle, vraiment c'est bénéfique. Absolument. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour dire. Alors, cela dit, dans votre roman, vous semblez préserver davantage l'image. Pour vous, ça semble être plus important et protéger la victime. Je protège la victime. J'ai pas bien compris. Je protège qui? Lolo
ou bien je protège Djeki? La victime. Ndolo. Oui. Non, je ne protège pas. Je veux dire que dans ce débat, et pour confidence, je voulais faire un thème sur Carte sur table, autre émission que je présente, l'émission de débat. Et j'ai fait une forme de petit sondage interne, ici à STV, entre collègues masculins et collègues féminins. Et j'ai demandé à chacun, 4 à gauche, 4 à droite, pour vous, quelle est la cause des violences que l'on observe? Quelle peut être la cause des féminicides qui semblent prendre une proportion inquiétante? Je ne donne pas les réponses exactes, mais le constat que je fais, c'est que ce soit les messieurs ou les dames, chacun avait des positions tranchées. Vous parliez tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a plus comme de forme de cercle de médiation, il n'y a plus d'interaction qui... comme pour dire que, et c'est la question que j'ai posée tout à l'heure qui m'a rappelé cette anecdote, quand on s'interroge sur la cause, parce que je demandais si vous estimez que Ndolo était victime, si vous la protégez. Victime, oui. Certains garçons me disent, il n'y a pas de violence physique. Je veux dire que la violence physique est souvent la conséquence d'une autre violence. D'une autre violence ou d'une attitude. C'est possible, oui. J'ai eu des dessins. Je rentre le soir, je suis fatigué du boulot, je pense que je vais trouver à manger, je ne trouve pas à manger, je demande ce qui s'est passé, ça me répond n'importe comment. Et voyez un peu le dessin. Comme pour dire que chacun est campé sur sa position et c'est à croire qu'il n'y a pas de solution à la fin. Disons que... Comme s'il y a une victime d'emblée dès qu'on ouvre le débat. Comme si la victime est dessinée dès le départ et le bourreau est connu dès le départ. C'est pour ça que j'ai nuancé mon propos en disant que je parle aussi des hommes et des femmes. Parce qu'il y a des femmes aussi violentes. Absolument. Je l'ai dit tantôt. Mais je vais vous faire un petit dessin pour comprendre, pour que vous compreniez d'où ça part. Mais ça part souvent, toujours, de notre terreau familial, de l'environnement. C'est l'environnement le problème. Je vais vous raconter 2 petites anecdotes. La première, c'est que, alors Dipita, vous sortez un soir, ou bien vous allez à une cérémonie ou à une rencontre avec des amis et vous croisez une jeune dame. Elle vous tape à l'œil, elle semble vous plaire, vous l'avez vue, elle a ses sabots, elle a ses dreadlocks, par exemple, je vais prendre des cas extrêmes, et vous l'avez aimée comme ça. Alors elle vous a plu. Et vous lui faites la cour, elle accepte d'être avec vous. Alors tant que vous êtes dans le secret de votre union, tout se passe à merveille. Ça, c'est la première chose qu'il faut constater. Tout se passe très bien. Tant que vous êtes 2 dans votre affaire, là, vous vous voyez, vous vous écrivez à ne plus en finir, les textos, les machins à ne plus en finir, tout se passe très bien. Vous arrivez dans un moment donné où vous estimez que vous êtes resté suffisamment caché et qu'il faut donc quand même que Dipita, à 2 ou 3, vous commencez à présenter aux amis. Les amis proches, ok, sur le coup, ils sont respectueux de votre bonheur, ils ne disent pas grand-chose. Et donc, ça va plus loin. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, vous dites que non, il faut quand même que je présente à ma famille. Tout se passe toujours très bien jusque-là. Dans les premiers moments, tout le monde regarde. Et puis, en passant, votre soeur ou bien votre tante ou machin vous dit ah, mais vraiment, votre femme là, vraiment, ta femme là avec ses dreadlocks là, tout ça. Ces dreadlocks qui ne vous ont pas dérangé jusque-là, vous commencez donc à la regarder. Et puis, un matin, certains peuvent le faire de manière très subtile. Si tu ne penses pas que ta coiffure, machin, etc. Et d'autres sont violents. C'est-à-dire que... Enlève ça. Oui, enlève ça. Bon, la nana est un peu, waouh, ça vient d'où? Donc, certains vont le faire avec la frustration que cela comporte, et d'autres vont résister. Ils vont vous dire que, mais attends, tu m'as rencontré avec ça, pourquoi aujourd'hui ça te dérange? En réalité, vous commencez à transformer votre compagne en la compagne de votre famille, plus la vôtre. Et la conséquence de ça, c'est que vous allez sortir le soir avec des amis pour aller chercher une autre fille qui a des dreadlocks dehors, parce qu'au fond, c'est ce que vous aimez.
Donc la problématique est la force psychologique de l'homme. Donc ça arrive très souvent. C'est-à-dire que quelqu'un m'a trouvé, bon, cette fille, elle est souvent habillée en noir, elle n'aime pas les couleurs flashy, tout ça. Et puis du jour au lendemain, ce sont ces couleurs noires qui deviennent la cause de votre divorce. Et vous vous demandez, mais ce type m'a rencontré comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a un ensemble d'influences derrière qui dérange et qui crée donc ces violences-là. Parce que souvent, quand vous regardez un couple, quand vous leur demandez, mais vous êtes arrivé à ce niveau comment? Ils ne sont même pas capables de vous expliquer à quel niveau le problème est parti. Mais c'est la somme des influences multiformes ci et là. J'ai un ami, la deuxième anecdote, qui est originaire de l'Ouest. Et donc, quand ils font leurs funérailles, on attrape le successeur et tout ça. Type qui vit en Europe depuis plus de 20 ans avec son épouse, etc. Donc il est venu aux funérailles avec son épouse, les enfants, tout ça. Et c'est lui qu'on attrape comme successeur. Et donc sa femme qui vient s'asseoir à côté de lui, et il lui dit violemment, allez, quitte là-bas, t'assois là-bas derrière avec les femmes. Devant tout le monde. Avec une violence inouïe. Alors ce qui m'amuse, en fait ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est le frère aîné qui est choqué par la façon dont... Voilà. Et donc, il dit à son petit frère, après, en privé, que mon ami... C'était violent. C'est pas comme ça. C'était violent. Et devant tout le monde, tu humilies ta femme comme ça. C'est pas ça la chefferie, c'est pas ça... C'est pour dire que la position aussi sociale que l'un et l'autre peut avoir à un moment donné dans sa vie, qui peut être la position traditionnelle, qui peut être la position sociale, poste et autres, peut amener des gens à avoir des comportements inattendus. Inattendus, c'est-à-dire que on le vit aussi même dans notre progression de vie commune. C'est-à-dire que quand on a des amis avec lesquels on est dans la galère, on est très potes. Mais il suffit que vous progressez, vous devenez directeur à STV, tout ça, que bon, vous voyez bien que certains amis, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc ces violences peuvent effectivement venir de là. Bon, les hommes, peut-être pas tous, ont une grande faiblesse, souvent pour leurs sœurs, pour machin, etc. Sauf qu'elles, elles ont leur vie, hein, absolument, avec leur époux, dans laquelle souvent le frère n'a pas accès. Mais elles ont accès au ménage de l'époux au point 2. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre en disant « Ma belle-sœur, ma meilleure rivale ». Ah oui. Tu sais de qui je parle. Donc c'est pour dire que ces questions-là, en réalité, sont simplement évoquées de manière différente. Mais si chacun fait son introspection, il peut savoir d'où vient la violence. Diriez-vous que la peur du scandale entretient les abus? Si on appelle ça scandale, c'est la peur de la vérité, en fait, qui entretient les abus. Okay. Parce que ça devient scandaleux simplement parce qu'on estime qu'il ne faut pas en parler. Mais est-ce que vous savez bien que dans certains couples, le mari peut être à la maison alors que toute sa belle famille le prend déjà pour un diable? Lui-même, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, et vice-versa. La femme peut être là, le gars a dit n'importe quoi à sa mère, à sa soeur, machin, à la limite même c'est là-bas qu'il mange, elle n'est pas au courant. Donc il y a aussi des gens qui n'ont pas l'éducation nécessaire, qui sont pas adultes en fait, parce que vous savez, tout le monde, nos enfances sont différentes. Chacun a eu son vécu, son parcours. Il y en a qui sont nés de familles mariées, père et mère, frères et sœurs. Il y en a qui sont nés dans des environnements de polygamie et qui entretiennent une sournoiserie même quand ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il va te cacher un truc, même si ce n'est pas nécessaire de te cacher ça, parce que c'est comme ça qu'il a évolué. Il y en a qui sont nés avec des familles monoparentales. Ces différents parcours ne font pas forcément des unions stables. Absolument. Et c'est pour ça que je disais que c'est ça le socle de la famille qui doit donc pouvoir protéger les deux, puisque vous êtes supposé faire un. Mais si la famille se balkanise, absolument, on ne peut que voler en éclats. Pour moi, ce n'est pas un scandale, c'est juste dire la vérité. Alors, avez-vous le sentiment que les institutions sont, je vais le dire comme ça, suffisamment armées
pour comprendre ces dérives, ces insuffisances émotionnelles, pour comprendre ce dérapage sociétal, cette violence, on l'a dit, le constat qui de plus en plus prend de l'ampleur. Est-ce que notre corpus, est-ce que notre environnement, structurellement, est suffisamment prêt? Oui et non. Oui et non, oui, parce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place, il y a des structures d'accompagnement qui existent, que ce soit sur le plan institutionnel ou que ce soit sur le plan privé. Non, parce que on continue toujours à penser que il y a des choses qu'on ne dit pas. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire qu'une femme est violentée par un homme, elle sort et va au commissariat porter plainte. C'est elle qui se trouve interrogée. Hein. Le policier va lui dire que, ah bon, tu as d'abord fait quoi? Pourquoi il t'a tapé? Oh, ça dit, elle est venue se plaindre. C'est pour ça que tu es venu ici. C'est pour ça que tu es venu ici. Ça dit, c'est ça, parce que en réalité, c'est d'abord des questions d'éducation. C'est-à-dire que la loi doit être très dure et très ferme, mais il faut éduquer. Il faut éduquer, il faut beaucoup éduquer. Et donc, pour moi, les masques de silence, c'est d'abord ça, c'est-à-dire la sensibilisation. C'est important. Que les gens prennent conscience et quand même qu'ils prennent un peu de recul avant de foncer dans certains actes, dans certaines actions qui sont répréhensibles. Quand vous allez au tribunal, souvent les juges peuvent, effectivement, ils comprennent. Parce qu'il y a des mécanismes pour ça, comprennent. Il y a beaucoup d'escroqueries, entre guillemets, d'escroqueries de mariage ici. C'est-à-dire qu'un homme vient, il vous épouse, vous êtes non officiellement son époux, lui vit une autre vie, il fait ce qu'il veut, vous vous êtes embarrassé parce que vous avez la belle famille qui est là, vous avez ceci, vous bougez pas, vous n'avez aucun épanouissement, et en plus de ça, si vous essayez de lever la tête, tout le monde se retourne contre vous. Non. Ça, là, c'est des choses qu'il faut bannir. Et vous êtes convaincu que la guérison passe par la prise de parole collective, par... D'abord, la prise de conscience. D'accord. D'abord, la prise de conscience. Il faut d'abord être conscient de cette situation-là. Et ensuite, quels sont les mécanismes qu'on peut avoir, qu'on peut mettre en place pour accompagner. Moi, je n'enverrai personne venir au micro de Dipita pour dire que mon mari me fait ci, me fait ça. Non, 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 c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire que bon, je souffre, je ne vais pas bien, je n'ai pas pu trouver de l'aide auprès de ma sœur ou de ma belle-sœur, je n'ai pas pu trouver. Alors, je m'en vais au ministère des Affaires sociales ou bien au ministère de la Promotion de la Femme, voir s'il n'y a pas un groupe qui peut m'écouter, avec qui je peux échanger, auprès de qui je peux avoir des conseils, dans d'abord le but de la construction. C'est d'abord ça. Il faut prendre conscience et pouvoir construire. Amener l'autre en face à comprendre. Il y a des hommes qui acceptent au bout d'un moment de faire de rencontrer un spécialiste, de faire un dialogue de couple avec, et chacun espie. Et quand ils rentrent, ils peuvent reprendre de nouveau, ça existe. Peut-on se reconstruire après une manipulation, après en être victime? Je veux dire, y a-t-il une autre vie? Y a-t-il une vie après une séquence comme celle-là? Nécessairement, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Nécessairement. Moi, mon point de vue, c'est de dire que dans l'itinéraire d'un être humain, d'ailleurs qui ne sait pas d'où il vient, à part qu'il y a une maman qui l'a enfanté, et qui ne sait pas où il va une fois qu'il est décédé, il y a des interactions. Les interactions peuvent être aussi ça. Ça peut être aussi un mariage qui ne se passe pas bien, ou toutes sortes de choses qu'on peut croiser dans son itinéraire. Donc, pourquoi mourir après ça? Non. Non, au contraire. D'accord. La même question, mais des cibles différentes. Que diriez-vous, commençons par les dames, aux dames qui se sentent visées par votre texte, et puis on parlera des hommes? D'abord qu'elles ne sont pas seules. D'accord. D'abord qu'elles ne sont pas seules. C'est important, elles ne sont pas seules. Premièrement, qu'elles disent la vérité. Deuxièmement, qu'elles essayent au maximum d'arrêter ça. Quand ça ne va pas, il faut arrêter ça. Soit en demandant de l'aide, si ça peut reconstruire, tant mieux. Si ça ne reconstruit pas, vraiment, que chacun reprenne son chemin, son itinéraire, et le destin que le Seigneur lui a tracé, et que chacun s'en aille.
au milieu, préserver ce que vous avez pu mettre en place, vos enfants, etc. C'est tout ce que je peux leur dire. Et les hommes? La même chose. D'accord. La même chose. Alors, si ce livre devait provoquer un changement concret dans la société, lequel souhaiteriez-vous voir? D'abord la paix. La paix et l'amour. L'amour, c'est quelque chose c'est essentiel. Aimer, c'est vivre. Hein? Mais aimer ne peut pas devenir facteur de mort. Absolument. Donc, à ce moment-là, il y a une contradiction brutale. Maintenant, ce que je pourrais aussi dire aux uns aux autres, mais aime-toi d'abord avant de prétendre aimer ton prochain. Donc, et en même temps, c'est biblique. Aimer son prochain comme soi-même. Donc, ce que tu ne peux pas accepter pour toi-même, ne l'inflige pas à l'autre, tout simplement. D'où ça peut venir à un être humain de penser qu'il a le droit de vie ou de mort sur un autre. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est complètement abject. Complètement abject. Moi, je pense que l'amour, c'est quelque chose de bien. Moi, au contraire. Donc, l'amour et la paix. Mais, surtout, dire la vérité quand ça ne va pas. Pour se libérer. Oui, pour se libérer. Pour se guérir. Oui, pour se guérir. Et reprendre sa vie normalement. De toute façon, un être humain solide sait tomber et sait se relever. Après ce roman? Peut-être un autre. Dans le même registre? Oh, pas forcément. Moi, je suis une âme sensible. Ça dépend de ce qui va me heurter ou alors de ce qui va m'emballer. Ça dépend. Ça dépend. Mais certainement un autre. D'accord. La dédicace n'est pas encore programmée? Non. On souhaite pouvoir, après tout le mouvement du mois de la femme, faire calmement une sorte de showcase confidence autour du livre. Les hommes et les femmes sont invités. C'est donc Les Masques du Silence aux éditions Tchila. Auteur Michel Esso, préface Evelyne Mengue Akoun. Bon, on ne va pas parler du prix, hein. Je ne vais pas non plus me prendre le service commercial sur les doigts. Bon, il n'est pas bien cher, de toute façon, il est accessible à tout le monde. Mais et il y a d'ailleurs une version numérique aussi, qu'on peut télécharger et payer en ligne directement. Pour l'instant, c'est en français uniquement. Pour le moment, oui. Disponible quand même? Disponible. D'accord. Vraiment, merci infiniment, Michel. C'est moi. C'est des sujets sensibles, des sujets difficiles. Absolument. Si ce n'était pas vous, je ne serais peut-être pas venu non plus. Merci doublement. Merci doublement. Voilà. Je voulais dire que vraiment nous avons été honorés de dévoiler ce dernier ouvrage. Il est de février 2026. Oui, à peine un mois. À peine un mois. En cette période du mois de la femme, c'est notre contribution, notre façon à nous également d'apporter du nôtre. Les masques du silence posent donc une question essentiel, on vient certainement de le parcourir. Combien de drames restent enfermés derrière les façades respectables? Un roman qui rappelle que la violence ne laisse pas toujours de traces visibles, mais qu'elle façonne des exigences ou des existences. Il invite donc à rompre le silence, à interroger nos complicités collectives et à redonner du pouvoir à la parole. Merci encore d'avoir accepté cet échange. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Entretien avec. Un dernier mot? Oui, simplement pour dire que ces violences peuvent changer un itinéraire de vie. Absolument. Ça peut changer complètement un itinéraire de vie. Merci de votre fidélité. Rendez-vous jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec. Bonsoir.